Aujourd'hui, on va parler d'une émotion complexe, souvent douloureuse et incroyablement répandue, la jalousie. Chacun d'entre nous, je crois pouvoir l'affirmer sans trop de risques, l'a ressenti ou l'a vu à l'œuvre chez les autres. Ce sentiment viscéral qui peut nous saisir lorsque nous percevons une menace sur ce qui nous est cher, ou lorsque nous convoitons ce que possède autrui. Mon intérêt pour ce sujet n'est pas purement académique. Il vient de la constatation répétée de la souffrance immense que cette émotion peut engendrer dans nos vies. Et c'est précisément pourquoi il est si important de s'y arrêter. Comprendre la jalousie, non pas pour la justifier ou la condamner moralement, mais pour en démonter les mécanismes internes, c'est se donner les moyens d'agir dessus. C'est une démarche éminemment pratique, accessible à quiconque souhaite gagner en sérénité et en liberté intérieure. C'est une forme d'hygiène mentale, si vous voulez. Car, et soyons affirmatifs dès le départ, la jalousie, malgré ce qu'on entend souvent, n'est pas une fatalité, ni une simple preuve d'amour. C'est une construction de notre esprit, une réaction qui prend racine dans nos propres croyances et nos propres interprétations. Quelle est donc la problématique centrale, l'idée clé qui va guider toute notre exploration? Elle est simple à énoncer, mais profonde dans ses conséquences, et elle fait écho à une sagesse ancienne qui cherchait à libérer l'homme de ses troubles, ce qui nous perturbe, ce qui cause notre souffrance émotionnelle, y compris la jalousie. Ce ne sont pas les événements extérieurs en eux-mêmes, mais bien les jugements que nous portons sur ces événements. Voilà le cœur de l'affaire. Ce n'est pas l'action de votre partenaire, ni la réussite de votre voisin qui directement vous rend jaloux. C'est l'opinion que vous vous forgez à leur sujet, la signification que vous leur donnez. Notre propos va donc se recentrer sur cet aspect crucial, le rapport étroit, intime, entre nos émotions et nos jugements. Comprendre ce lien est la première étape indispensable pour quiconque veut reprendre un peu de contrôle sur ses réactions passionnelles. Entrons maintenant dans le développement progressif de cette idée. Pour bien saisir comment nos jugements fabriquent la jalousie, rien ne vaut des exemples concrets. Imaginez cette scène, malheureusement banale. Vous êtes en couple, et lors d'une soirée, vous voyez votre partenaire engagé dans une conversation qui vous semble un peu trop animée, un peu trop complice, avec une autre personne. La jalousie commence à poindre, n'est-ce pas? Une boule se forme dans votre ventre, votre esprit s'agite. Maintenant, appliquons notre grille d'analyse. Est-ce la conversation elle-même, le simple fait d'échanger des mots, qui est la cause de votre mal-être? Si vous y regardez de près, avec honnêteté, la réponse est non. Le retour constant à la théorie nous le confirme. Ce qui vous fait souffrir, ce sont les jugements que vous plaquez instantanément sur cette scène. Des pensées comme « il m'ignore »,« il me manque de respect »,« cette personne est plus attirante, intelligente, drôle que moi »,« notre relation est menacée »,« je risque d'être abandonné »,« mon partenaire ne m'aime plus autant ». Ce sont ces interprétations, ces évaluations négatives. « Ceci est mauvais pour moi »,« ceci est une menace », qui génèrent l'émotion douloureuse de la jalousie. L'événement est un fait. La souffrance vient du jugement. Prenons un autre cas, hors du champ amoureux. Vous apprenez qu'un collègue, pour qui vous n'avez peut-être pas une estime débordante, vient d'obtenir une promotion significative, celle que vous visiez peut-être. Une vague d'amertume, d'injustice ressentie, et oui, de jalousie, vous envahit. Analysons à nouveau. Le fait brut. Une personne a été promue. Votre réaction émotionnelle, négative. D'où vient-elle? De la promotion elle-même? Peu probable. Elle vient des jugements que vous portez. C'est profondément injuste. Je suis plus compétent. Le système est corrompu ou aveugle. Ma propre valeur n'est pas reconnue. Son succès rend mon propre échec plus cuisant. Il ne mérite pas cette réussite. Encore une fois, vous voyez, ce n'est pas l'événement extérieur qui est la cause directe de votre trouble, mais bien le sens que vous lui donnez. Le jugement de valeur, c'est mauvais, c'est injuste, ça me diminue. Que votre esprit t'y attache. C'est ce jugement qui est le véritable déclencheur de votre émotion. Oui, mais j'entends déjà la protestation, l'objection qui vient naturellement à l'esprit. Si mon partenaire agit réellement de manière blessante, s'il me trompe, si mon collègue a vraiment usé de moyens déloyaux, ce n'est plus une simple interprétation. C'est un fait. Ma réaction est légitime. Et c'est là qu'il faut être précis, car c'est un point crucial. Attention. Je ne dis absolument pas qu'il faut tout accepter passivement ou que tous les comportements se valent. Reconnaître un fait objectif, une trahison, une injustice, est une chose. Se laisser dévorer par la jalousie, la haine ou le désespoir en est une autre. Ce que cette approche nous enseigne,
c'est que même face à une situation objectivement négative, l'intensité et la durée de votre souffrance dépendent encore et toujours du jugement ultime que vous portez. Vous pouvez constater une trahison, décider que c'est inacceptable pour vous et mettre fin à la relation, tout cela avec une tristesse ou une colère légitime mais maîtrisée, sans sombrer dans une jalousie obsessionnelle qui vous détruit. La différence réside dans le jugement ajouté. Est-ce que vous jugez que cette trahison signifie que vous ne valez rien, qu'elle anéantit toute possibilité de bonheur futur, qu'elle est une catastrophe absolue et intolérable? C'est ce jugement excessif, cette généralisation catastrophiste, qui transforme une blessure réelle en un tourment émotionnel potentiellement sans fin. La clé, comme le soulignaient ces anciens penseurs, est dans la capacité à distinguer le fait de l'opinion, l'événement de sa signification subjective, et souvent disproportionnée. Poursuivons notre exploration en abordant une deuxième racine, les fausses valeurs et l'attachement excessif. Pourquoi sommes-nous si prompts à porter ces jugements catastrophistes? Souvent parce que nous avons investi une valeur démesurée dans des choses qui ne la méritent pas intrinsèquement, ou du moins pas au point d'y lier notre bonheur fondamental. C'est une idée essentielle, au cœur d'une certaine éthique de la responsabilité. Nous considérons comme des biens absolus, comme des conditions indispensables à notre bien-être, des éléments qui sont par nature externes, changeants, et qui ne dépendent pas entièrement de notre volonté. Quels sont ces biens illusoires? L'amour fusionnel et l'attention exclusive et perpétuelle d'une autre personne, la richesse matérielle et l'accumulation de possessions, le statut social, la célébrité, la reconnaissance publique, la beauté physique selon les critères du moment, la jeunesse éternelle. Nous faisons de ces choses, qui sont toutes susceptibles de nous être enlevées ou de changer, les piliers de notre existence. Nous jugeons que les avoir est le souverain bien, et que les perdre ou en manquer est le mal absolu. Quel est le résultat inévitable de ce système de valeurs? Une fragilité extrême, une anxiété latente et une dépendance constante vis-à-vis de l'extérieur. Dès qu'un événement semble menacer l'un de ces biens surévalués, notre esprit sonne l'alarme générale. La jalousie apparaît alors comme une tentative désespérée de protéger ce trésor que nous croyons vital. Prenons l'exemple de la jalousie suscitée par la réussite matérielle d'autrui. Votre ami ou voisin fait l'acquisition d'une maison plus grande, d'une voiture plus luxueuse. Vous ressentez ce pincement d'envie, cette jalousie. Pourquoi? Parce que vous avez intégré le jugement selon lequel posséder ces biens est un signe de réussite, de bonheur, une composante essentielle d'une bonne vie. Par conséquent, le fait que l'autre les possède, et pas vous, ou moins que vous, est interprété comme un manque, une infériorité, une source de frustration. Mais posons-nous la question rationnellement. Est-ce que la maison ou la voiture sont en elles-mêmes un bien ou un mal? Ne sont-elles pas plutôt, comme le suggéraient ces philosophes cherchant l'ataraxie, des choses indifférentes? C'est-à-dire des choses qui peuvent avoir une certaine valeur d'usage, qui peuvent être préférables à leur contraire. Il est sans doute préférable d'avoir un toit que de ne pas en avoir, mais dont la possession ou l'absence n'affecte en rien notre valeur morale fondamentale, ni notre capacité à atteindre la sérénité intérieure. L'analyse nous montre que c'est notre jugement de valeur erroné, notre croyance que ces choses externes sont essentielles à notre bonheur, qui crée la souffrance et la jalousie. Mais enfin, allez-vous objecter à nouveau? Il est inhumain de ne rien désirer. Vouloir une belle maison, chercher l'amour, aspirer au succès, c'est le moteur de la vie. Et vous avez parfaitement raison sur un point. Le désir, l'aspiration, la préférence sont naturels. Attention, je ne dis pas qu'il faut devenir insensible et ne plus rien souhaiter. L'erreur fatale, celle qui ouvre la porte à la jalousie et à tant d'autres tourments, ne réside pas dans la préférence, mais dans sa transformation en une exigence absolue, en une condition non négociable de notre bonheur. C'est le passage insidieux du « je préférerais avoir l'attention constante de mon partenaire » à « je dois avoir son attention constante, sinon je ne vaux rien et ma vie est un échec ». C'est la différence entre « j'aimerais bien avoir cette maison » et « il me faut cette maison pour être heureux » et c'est intolérable que l'autre l'ait et pas moi. C'est cette rigidité de l'exigence, fondée sur une évaluation erronée de ce qui constitue le véritable bien pour un être humain, sa propre raison, sa propre vertu, qui nous rend si vulnérables. Car la réalité, par définition, ne se conforme pas toujours à nos exigences personnelles. Et lorsque cet écart se produit, si notre bonheur est suspendu à cette exigence, le jugement c'est insupportable, c'est une catastrophe, ne tarde pas à apparaître, déclenchant la cascade émotionnelle négative.
Voilà où se situe le cœur du problème, dans cette confusion entre le souhaitable et le nécessaire, entre les indifférents préférables et le seul bien véritable qui dépend de nous, la qualité de nos propres jugements et de nos propres actions. Continuons notre descente aux racines, en abordant maintenant l'insécurité personnelle et son corollaire, la comparaison sociale. Pourquoi accordons-nous tant d'importance à ces validations externes? Pourquoi la réussite d'autrui nous menace-t-elle si souvent? Parce que, bien souvent, nous manquons d'une assise intérieure solide, d'une confiance en notre valeur propre, indépendante des circonstances. C'est une clé psychologique majeure. Quand on doute de soi au plus profond, quand on se sent intrinsèquement en manque, on devient un mendiant affectif et social, cherchant désespérément à l'extérieur les preuves de sa propre valeur, l'admiration dans le regard des autres, les signes de préférence de l'être aimé, les trophées de la réussite matérielle ou professionnelle. Et quel est le principal carburant de cette insécurité et de cette quête éperdue de validation externe? Le poison lent, mais terriblement efficace, de la comparaison. Nous vivons dans une culture de la comparaison exacerbée. Dès l'enfance, à l'école, puis dans le monde professionnel, et aujourd'hui de manière exponentielle via les réseaux sociaux, nous sommes constamment incités à nous mesurer aux autres. Une telle a plus de likes, un autre a un meilleur poste, un troisième étale un bonheur conjugal apparemment sans nuages, un quatrième expose un